Mes chers camarades, bonjour à toutes et tous. Si je me réfère à l'ordre du jour, j'ai un temps de parole de 2 heures, 2 heures et demie prévu. Donc je ferai en sorte, comme vous toutes et tous hier, de me tenir à ce temps de parole. Et si jamais je devais déborder, le président me rappellera à ce moment-là à l'ordre. Rassurez-vous, chers camarades, je crois avoir compris que sur le plan de l'analyse syndicale du contexte et des enjeux économiques et sociaux auxquels nous faisons face et auxquels nous avons dû faire face et qui nous ont conduits à agir de la façon dont nous l'avons fait et rapporté. Je crois avoir compris qu'il y avait de votre part une très large approbation. Je ne vais donc pas y revenir au risque d'une redite du rapport d'activité. Je voudrais cependant insister sur 2 aspects, ce que je qualifie d'emprise de l'économie financière et sa déconnexion de l'économie réelle, d'une part, et d'autre part, le comportement des gouvernements, du patronat à cet égard. L'emprise de l'économie financière et sa déconnexion de l'économie réelle, j'entends par économie réelle une économie qui, même capitaliste, à ses débuts, avait pour objectif de répondre aux besoins de la vie en société ou de la société des hommes et des femmes. Cette emprise de l'économie financière et sa déconnexion avaient été à l'origine de la crise financière de 2008, dont nous avons, nous, la société des hommes et des femmes, payé lourdement les conséquences et peut-être que nous continuons d'ailleurs à les payer. En 2015, le Bureau international du travail à Paris avait fait travailler un économiste sur le sujet. Nous étions quelques années après la crise de 2008. Cet économiste s'appelle Olivier Favreau et cette étude a pour titre « L'impact de la financiarisation de l'économie sur les entreprises et sur les relations de travail ». On la trouve, si cela vous intéresse, facilement sur Internet, sur le site de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Pour caractériser cela, Olivier Favreau mettait en avant quelques données, quelques indicateurs. Je vais vous en donner quelques-uns assez frappants. Le ratio obligation PIB, produit intérieur brut, qui tournait autour de 50% pour 4 grands pays européens, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, en 1990, a été multiplié par 4 dans les 20 années qui ont suivi pour 3 de ces pays, par 3 en Allemagne. Durant la période de 1982 à 2000, aux États-Unis, l'indice boursier Standard & Poor's 500, l'équivalent de notre CAC 40, est passé, cet indice, vous savez, c'est les 6000 de l'indice du CAC 40 en France. Aux États-Unis, il était passé de 107 en 1982 à 1527 en 2000, soit 1400% de croissance de cet indice boursier. À comparer, alors ça n'est pas exactement comparable, mais en termes de tendance, à comparer au PIB, dont le taux de croissance moyen sur la même période était de 4%, 1400%, 4%. Le marché de ce qu'on appelle les produits dérivés sur les marchés boursiers, à l'origine de la crise de 2008 justement, représentait en 2013, c'est-à-dire 5 années après la crise de 2008, 700 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit à l'époque 10 fois le PIB mondial. C'est-à-dire qu'il avait retrouvé tout de suite son niveau d'avant la crise 2008. Or, ce marché des produits, ce sont des produits fictifs de spéculation, c'est de la spéculation sur le pari de l'évolution d'une dette, et en particulier
Rappelez-vous de la crise de 2008, de l'endettement des ménages. Vous vous souvenez, toutes celles et tous ceux qui se sont retrouvés expropriés de leur maison sur laquelle ils étaient endettés du fait que des spéculateurs spéculaient sur leur endettement. Ce marché des produits fictifs, donc de la spéculation, 700 000 milliards de dollars en 2013, n'existait pas avant 1990. Et ces produits financiers qui s'échangent sur les places boursières, seuls, Olivier Favreau évaluait, seuls 7 à 8% de ces dérivés échangés chaque jour avaient pour objet des opérateurs finaux non financiers. On a vu à nouveau, dans le contexte d'ailleurs de la crise sanitaire, à quel point les marchés financiers n'ont pas subi de ralentissement et ont retrouvé très vite une activité record. J'y ai fait référence, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué dans vos interventions. Nous sommes à nouveau à des niveaux records de dividendes, d'activité sur les marchés financiers. Or, cette situation, mes camarades, elle est le produit des gouvernements qui donnent l'impression, quand ça n'est pas une réalité, ça a parfois été dit explicitement, je me souviens par exemple du président de la République, François Mitterrand à l'époque, qui disait à un moment donné, contre le chômage, on a tout essayé. Plus tard, un Premier ministre expliquera que l'État ne peut pas tout, donne l'impression, quand ce n'est pas une réalité, d'avoir démissionné face à leur capacité, face à ce qui devrait être leur rôle de réglementer, de conduire les politiques économiques, de réglementer les marchés boursiers de telle sorte que ce ne soit pas l'économie qui régente la vie des hommes et des femmes, mais bien la société des hommes et des femmes qui régente l'économie pour la mettre au service des besoins des populations et aujourd'hui, c'est lié, de l'environnement. Parallèlement, les employeurs et le patronat sont eux-mêmes sous la domination de l'économie financière. Les patrons semblent ou se comportent comme étant à la solde des actionnaires et leur rémunération, la rémunération de ces patrons, cela a été aussi évoqué par plusieurs d'entre vous dans vos interventions, ces rémunérations exorbitantes, vous l'aurez remarqué, sont centrées non pas sur la performance, l'efficacité, l'investissement, le développement de l'entreprise, la réussite de l'entreprise en quelque sorte, mais sur le cours de la bourse, sur le cours de la valeur actionnariale des parts de capitaux placés sur l'entreprise en question. Et si ce sont les patrons des grands groupes, derrière, c'est toute la chaîne de valeur, d'où l'importance de cette revendication de la responsabilisation des donneurs d'ordre sur l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que les clients, les sous-traitants, les fournisseurs subissent évidemment ces contraintes pilotées par la rentabilité actionnariale. C'est pourquoi la priorité syndicale sur le salaire, et le salaire dans son entièreté, la revendication d'une fiscalité progressive, la nécessité dans le même temps de réglementer les marchés boursiers, de mettre fin aux paradis fiscaux, à l'optimisation, à la fraude fiscale, et cela demande qu'on s'en donne les moyens, évidemment, en termes d'administration publique qui en ont la charge. C'est pourquoi cette activité syndicale, cette revendication syndicale est évidemment la priorité, et l'objectif en étant que la richesse soit redistribuée au bénéfice du progrès social et non pas s'évapore sur les marchés financiers. Mes chers camarades, c'est pour cela que je l'ai dit parfois, y compris sur des radios, des interviews, ce que l'on gagne et gagnera pour les salaires, par le salaire, ce que l'on gagne et gagnera pour la Sécu, pour la retraite, ce que l'on gagne et gagnera pour le service public, ce que l'on gagne et gagnera pour une industrie qui réponde aux besoins des hommes et des femmes et aux nécessités liées à l'environnement, sera autant, mes camarades, de réappropriation, autant d'expropriation du capital. J'en viens maintenant
au déroulement de notre congrès. Mes chers camarades, j'ai bien aimé l'image faite par une journaliste, je crois qu'elle est dans la salle, de notre congrès aux allures de banquets républicains, à la différence des amphithéâtres utilisés par les autres confédérations. Les banquets sont en effet des moments de fraternité républicaine où on se laisse aller, emporté par le propos ou la verve, parfois au fil du breuvage. La verve, parfois, l'emporte à ces moments. On se laisse griser, au risque de mordre le trait de la fraternité. Mais ici, on s'arrête toujours à temps, n'est-ce pas? Tant que ce qui nous anime est d'être militant et faux. Brahim l'a dit à Frédéric, camarade, cette maison, notre maison, nos congrès sont comme la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Nous sommes vieux amants, camarades, on le reste. Mais pour le rester, il a bien fallu qu'à certains moments le corps exulte. Il faut bien que le corps, et ici la parole, exulte, mes camarades. Alors merci à vous. Oui, la porte est à double battant, mais personne ne souhaite que qui que ce soit la prenne dans le sens de la sortie, mes camarades. Je l'ai souvent dit. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de nous séparer de qui que ce soit. Nous n'avons pas et n'aurons pas de moutons noirs. Notre richesse est notre force, mais respectez-vous toujours, mes camarades. C'est cela, la Confédération générale du travail, force ouvrière. On aime bien les symboles. On aime bien s'appuyer sur les paroles qui ont été prononcées avant nous. On les brandit, on les cite comme un certificat de conformité. J'ai entendu de nombreux, parfois dans la même intervention, rappel à la charte d'Amiens. C'est très bien. C'est ce que nous sommes, mes camarades. Et d'ailleurs, je pense, en tout cas je m'y suis efforcé dans mon rapport, m'être attaché à l'illustrer en lien avec ce qu'a été notre attitude ces 4 dernières années. Car il ne suffit pas de dire « charte d'Amiens », il faut s'assurer que l'on en a bien la même compréhension, signification. L'un d'entre vous, il n'est pas le seul, mais je crois que c'est le délégué du syndicat des salariés de la Confédération, nous a fait part de son interprétation. C'est très bien de sa part de s'y intéresser. Mais il nous a dit que si la charte d'Amiens définissait l'œuvre double du syndicat, la première, celle de l'amélioration quotidienne du mieux-être des travailleurs, était insuffisante ou inefficace, je crois qu'il a dit cela ainsi, sans la seconde, qui, selon lui, doit être de poursuivre la transformation sociale. Chers camarades, la transformation sociale, c'est le dernier paragraphe, la dernière mention de la charte d'Amiens. Alors, lui et un ou deux autres qui l'ont évoqué, je les invite à réviser. Nous avons des stages de formation, un stage découverte pour cela. Car, mes camarades, ce que dit la charte d'Amiens est que la poursuite de la transformation sociale relève du rôle des partis et des sectes dont les organisations confédérées n'ont pas à se préoccuper. C'est cela qui fonde Force ouvrière. Nous sommes un syndicat, pas un parti. C'est cela qui fonde notre indépendance, mes camarades. C'est exactement ce qui nous distingue à la fois de la CGT. On le voit encore dans le cadre des élections législatives à venir et de la CFDT, qui voudrait être, elle, tout à la fois
et se disait d'ailleurs syndicat de la transformation sociale. L'autre côté de l'œuvre double que la charte d'Amiens assigne aux syndicats est celle de l'avenir, de l'idéal, préparer l'émancipation intégrale par l'expropriation capitaliste avec comme moyen d'action la grève générale. Je crois avoir compris aussi que le même camarade, je ne lui en veux pas, mais son propos me permet d'illustrer des éléments de réponse que je tenais de toute façon à vous apporter. Je crois avoir compris qu'il avait l'idée de revendiquer, je cite, de nouvelles organisations du travail, un salaire à vie pour abolir définitivement la question du salaire, de la retraite, du chômage. Mes chers camarades, la CFDT revendique, elle, déjà, un compte épargne-temps universel et le nouveau ministre du Travail, quand je l'ai rencontré récemment, me disait qu'il considérait que c'était une piste intéressante. Mes chers camarades, si le salaire est bien la rémunération du travail, le salaire à vie, voire le compte épargne-temps universel, c'est le travail à vie, alors je veux croire que, évidemment, ça n'est pas cela qu'il voulait dire, mais il parlait du salaire différé, reversé sous forme de pension de retraite. Parce qu'avec le salaire, là, mes camarades, on est à la fois dans l'œuvre quotidienne et dans l'œuvre pour l'avenir. Dans l'œuvre quotidienne qui consiste à agir pour revaloriser le salaire, dont le salaire différé, la part de cotisation affectée aux retraites, pour en améliorer les droits, les conditions requises, l'âge de départ, la durée de cotisation, le niveau des pensions, la nature des régimes. Et on flirte avec l'œuvre d'avenir. Lorsque l'on conteste que l'on fasse une obsession de la réduction du poids des prestations de retraite dans le PIB pour en justifier les réformes ou contre-réformes, mes chers camarades, on est bien dans l'œuvre d'avenir lorsque l'on en appelle, comme on l'a fait en 2019, à la grève interprofessionnelle reconductible. Cela s'appelle aussi la grève générale. Et ce n'est pas parce que nous n'y sommes pas parvenus comme on le souhaitait que ce n'est pas le cas. On est bien dans l'œuvre d'avenir car en défendant une répartition des richesses qui fasse passer la sécurité sociale, la retraite avant la bourse, en défendant les régimes par répartition, on défend le salaire avec le salaire différé avant les profits boursiers et les dividendes. C'est une façon d'œuvrer à l'expropriation capitaliste, mes camarades. Et quand on défend le paritarisme, le rôle du syndicat dans la négociation, quand on défend le contrat collectif, on fait un pas vers le rôle d'avenir du syndicat comme groupe de production et de répartition. Le réformisme, beaucoup en parlent aussi, s'en réclament, parfois s'en distancient, y craignant une forme d'accompagnement. Le mot est brandi comme un sésame aussi, un certificat, là encore, de bonne conduite est faux. Mais, là aussi, il ne faut pas s'arrêter au mot. Alors, certains y ajoutent pratique contractuelle et y compris le slogan « revendiquer, agir, négocier ». Je ne suis pas sûr que nous saurions tout le temps préciser ce que l'on entend par réformisme, en quoi le sujet occupe nos débats, en quoi d'ailleurs ce débat a été au centre de nos débats tout au long de notre histoire. Et quand je dis tout au long de notre histoire, celle de la CGT, la vieille CGT, celle que nous continuons. Parce que, mes camarades, je viens d'une certaine manière déjà de l'identifier, le souligner, le réformisme est au cœur de la charte d'Amiens. Il est ce côté de l'œuvre revendicatrice quotidienne du syndicalisme pour l'accroissement du mieux-être des travailleurs. Alors on pourrait renverser la formule d'André Bergeron, celle où il expliquait que certains de nos camarades se disent révolutionnaires, mais ce qui nous différencie, c'est qu'ils parlent de la révolution et que nous la faisons au quotidien en améliorant la situation des travailleurs. C'est à peu près sa formule. Alors on pourrait la renverser, je pourrais faire mienne celle-ci, je ne sais pas si elle restera dans l'histoire, mais je pourrais dire, je le dis souvent à certains de nos amis qui se disent réformistes, que parfois ce qui nous sépare, c'est que vous parlez du réformisme, mais nous le faisons
par l'évolution constante des réalités, avec toujours en tête qu'il n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme qui aspire à l'émancipation intégrale. Il n'y a donc pas, mes camarades, à distinguer tel ou tel, ni à se distinguer de tel ou tel en notre sein par cette étiquette de réformiste. Il n'y a pas de camp, ni de courant réformiste. Quand on est dans le syndicat à Force ouvrière, nous le sommes tous, mes camarades. Et pour parfaire notre connaissance, la compréhension de ce que l'on entend par réformisme, il existe une brochure publiée par FO Hebdo en 1979. Son titre, « Contre toute emprise politique pour un réformisme militant ». Elle a été réalisée par deux camarades, les plus anciens s'en souviennent, Roger Lerda et Roger Sandry. Roger Sandry explique que pour FO, continuatis de la vieille CGT, je le cite, « La démocratie économique, c'est la possibilité, en toute indépendance à l'égard du patronat, des partis politiques et des gouvernements, quels qu'ils soient, de pouvoir discuter, de pouvoir négocier, de pouvoir faire grève si besoin est, pour étendre, pour élargir les institutions sociales qui améliorent en permanence les conditions de vie et d'existence des salariés. Et à ce titre, dit-il, le contrat collectif, l'accord que l'on signe, le contrat collectif est une conquête inestimable. Ce sont les propos de Roger Sandry. Alors, mes camarades, plutôt que de scander réformiste et de vouloir se distinguer en se disant plus ou moins revendicatif, il faut comprendre que la base du contrat collectif est certes d'être un moyen de négociation, mais surtout de reconnaissance de fait de la classe ouvrière par le patronat et la bourgeoisie en tant que la classe ouvrière est l'expression politique du capitalisme. C'est toujours Roger Sandry. Et l'obligation qui en découle pour la classe dirigeante de passer sur le terrain économique des compromis avec elle, avec la classe ouvrière. Il s'agit donc bien de revendiquer, d'agir et de négocier pour contraindre le patronat à passer un compromis. Et c'est ce que nous nous sommes, là aussi, efforcés de faire. Mais la difficulté aujourd'hui est que le grain à moudre, cher André Bergeron, je vous l'ai dit, est plus difficile à aller chercher. Et de ce fait, il est plus difficile de valoriser l'action syndicale. D'ailleurs, si l'on dit tous ici qu'on est réformiste, attaché à la négociation, à la pratique contractuelle, cela marche bien, tant qu'on le dit et tant qu'on est dans la négociation. Au moment de contracter, c'est plus dur. Et on a plus de mal à s'accorder. J'ai un peu de bouteille, je l'ai déjà expliqué au CCN. C'est plus dur et on a plus de mal à s'accorder parce que j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'on n'est jamais critiqué quand on dit qu'on ne signe pas au bureau confédéral. Par contre, si jamais on dit que l'on signe, il vaut mieux prendre les devants et prévenir suffisamment de temps à l'avance pour ne pas être trop embêté. Mes chers camarades, c'est compréhensible et cela s'explique. Et je ne dis pas du tout sous forme ironique. Je l'avais dit et j'avais été critiqué là-dessus que depuis que je suis militant syndical à Force ouvrière, je ne peux pas brandir de grandes conquêtes sociales parce que les dernières datent plutôt de la période Bergeron. Rappelez-vous Blondel à son dernier congrès. Relisez au besoin le compte-rendu de ce dernier congrès. En 2004, il rappelait qu'il aurait préféré être secrétaire général à l'époque de Bergeron, en tout cas à l'époque des 30 Glorieuses, lorsque, disait-il, nous signions des accords. Et oui, aujourd'hui, lorsque nous signons des accords, c'est difficile à valoriser. On arrive à signer plus facilement dans les entreprises, dans les conventions collectives de branche, sur les questions de salaire. On n'obtient peut-être pas assez, mais on obtient quelque chose. C'est quand même un peu de plus. Mais dès que l'on s'éloigne de cela, dès que l'on va sur un champ plus large du point de vue du paritarisme, c'est plus compliqué. Il est plus difficile aujourd'hui d'évaluer l'aspect progressiste d'un accord, d'une négociation, que ce l'était quand on créait l'UNEDIC en 1958, que l'on signait, je vous l'ai rappelé, l'indemnisation du chômage partiel en 1968, quand on généralisait la retraite complémentaire dans les années 60, fin des années 60, début
des années 70 et que l'on avait obtenu la suppression des abattements régionaux sur le SMIC et qu'on obtenait sa transformation en SMIC. Mes chers camarades, oui, c'est plus compliqué, mais je pense que c'est un enjeu majeur de notre Congrès. Force ouvrière s'est construite sur la négociation, sur la pratique du contrat collectif, sur le réformisme militant. Mes chers camarades, à cet égard, la réponse, je pense, et c'est pour cela que nous avons voulu accélérer depuis cet automne, traduire concrètement en lançant plusieurs chantiers, c'est le développement. C'est ce que nous avons voulu mettre en avant dans le slogan du Congrès, plus nombreux, plus forts, pour être plus efficaces et donc pour faire progresser la justice sociale. Concentrez-vous là-dessus, plutôt que de ressasser parfois la spirale du défaitisme, de nous battre la coulpe sur ce que nous n'aurions pas réussi, même s'il faut ouvrir les yeux et ne pas se raconter d'histoire. Il faut comprendre nos difficultés pour les surmonter et les dépasser. Et pour ce qui me concerne, je fais facilement mienne cette formule de Léon Jouot. Vous voyez, je n'échappe pas aux citations. Pour nous, la révolution n'a jamais été une formule magique, mais une activité constructive en vue de bâtir le monde sur la base de la coopération humaine, dans la liberté et dans la justice. C'est Léon Jouot, ce n'est pas de moi. Un mot rapide sur la réforme de l'assurance chômage que nous avons combattue en lien avec ce que je viens de dire. Nous l'avons dénoncée parce que, bien évidemment, vous l'avez souligné, nos camarades en particulier ont mis à quel point la situation des intermittents ou des saisonniers était rendue difficile avec les conséquences de cette réforme. Mais nous l'avons dénoncée pas seulement pour ses conséquences pour les demandeurs d'emploi. Nous avons dénoncé qu'elle soit la mainmise de l'État, la mise en cause du paritarisme. Ça a démarré avec une décision unilatérale, la transformation de la cotisation salariale en CSG. Et puis, ça a été suivi d'une ingérence délibérée du gouvernement qui a rompu la convention qui avait été négociée en 2017 pour y substituer sa réforme, là encore de manière unilatérale, avant même d'ailleurs que la convention négociée en 2017 soit venue à son terme en décembre 2020, puisque certains éléments de la réforme avaient déjà été mis en œuvre et on a réussi en juillet 2020, pendant la crise sanitaire, à obtenir du gouvernement, et Force ouvrière y a été pour beaucoup dans cette affaire, le report, lorsque le Premier ministre Castex est arrivé Premier ministre, le report à nouveau de la mise en place de cette réforme, mais au final, elle a été mise en œuvre définitivement en juin 2019. Enfin, quand je dis définitivement, j'espère qu'on arrivera à revenir dessus, bien évidemment. Mais, mes chers camarades, dans le paritarisme, dans le contrat collectif, on est deux autour de la table. Et le deuxième, c'est le patronat. Et le patronat porte une lourde responsabilité, mais est-ce que ce n'est pas ce qu'il recherche quant à la mise en cause du paritarisme à l'assurance chômage? Pourquoi l'État a pu se saisir de la situation créée par l'attitude du patronat? Rappelez-vous, nous n'avons pas réussi à négocier sur ce qu'on appelait le bonus-malus, qui avait pour vocation de pénaliser les abus, les usages des contrats courts par les entreprises. Et mes chers camarades, c'était important, cette affaire, parce que c'était associé au droit au rechargement des droits par les demandeurs d'emploi qui subissent des contrats précaires. Évidemment, ce droit au rechargement qui est coûteux pour l'assurance chômage, c'est-à-dire pour nos cotisations, pour le salaire différé, ce droit au rechargement devait être accompagné d'une contrainte, d'une sanction sur les abus d'utilisation des contrats courts. Parce que sinon, c'est notre salaire différé qui paye, d'une certaine manière, la flexibilité externalisée mise sur le compte ou sur le coût de l'assurance chômage par les entreprises. Je t'embauche pour un contrat de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ensuite, tu t'arrêtes, je te reprendrai dans 15 jours, 1 mois, mais t'inquiète, tu auras rechargé tes droits, tu auras droit à l'assurance chômage. Et c'est l'assurance chômage qui, au final, évidemment, prend en charge l'indemnisation des demandeurs d'emploi, ce qui est légitime, puisqu'ils subissent les contrats. Ce ne sont pas eux, contrairement à ce que l'on entend systématiquement, qui abusent de la situation. Ce sont les employeurs, les entreprises, qui abusent de la rotation
de la flexibilité en la faisant payer par l'assurance chômage. Alors oui, mes camarades, sur le sujet du paritarisme, il va falloir bagarrer et reconquérir, et en particulier sur l'assurance chômage. J'avais conclu mon rapport en vous invitant à débattre, argumenter, critiquer, contester, approuver, librement, sans crainte. Plusieurs d'entre vous l'ont rappelé pour justifier leur intervention, parfois critique, contestataire, de ce qu'a été notre activité. Vous ne vous en êtes pas privés, mes chers camarades. 200 interventions à peu près, je n'ai pas calculé complètement, 210 interventions en 2 jours et demi. Il n'y a pas eu de débordement. Quelques dérapages, à la limite extrême, dans 1 ou 2 cas, du manque de respect, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Un point, cependant, mes camarades, argumentez toujours et évitez de relayer, je pourrais dire aujourd'hui retweeter ou liker tel ou tel propos sans vous assurer de son fondement, de sa source, de sa validité. Même le logiciel Twitter vous invite désormais à prendre soin de lire un article avant de le partager, à ne pas vous arrêter au seul titre. Nous faisons passer les passages médias, ce qu'on appelle les passages médias, c'est-à-dire les articles qui évoquent telle ou telle de nos interventions, actions, etc. Et on a pris le soin, en tête de ces messages que l'on vous envoie, de préciser que les articles ne sont pas de notre fait. Ils sont le choix, parfois même pas du journaliste, mais de la mise en page de la direction rédactionnelle des journaux. Donc il faut toujours s'assurer de ce que dit effectivement tel ou tel article. Vous avez été quelques-uns à nous accuser d'avoir signé la décote à 64 ans. J'ai même entendu hier 65 ans. Alors j'ai cherché parce que je me suis dit si on a fait un tel truc, j'aurais quand même été prévenu. Je sais d'où vient cette information. D'une lettre anonyme. L'un d'entre nous l'a appelé les amis de Fontainebleau. Je ne l'ai pas lu, ça ne m'intéresse pas. Mes chers camarades, je l'avais dit aussi, vérifiez vos informations. Vérifiez vos informations. A fortiori si elles sont anonymes. La décote à 64 ans n'existe pas. Si vous faites référence au coefficient de solidarité de l'Agirc-Arrco, ce n'est pas 64 ans, ce n'est pas 65 ans, ce n'est pas 63 ans, c'est l'âge du taux plein. C'est l'âge du taux plein. Et je m'en suis aperçu quand j'ai commencé à regarder, à faire valoir mes droits à la retraite, parce que je croyais, moi, que ce qui avait été signé en 2015, ce coefficient de solidarité, s'appliquait pour ceux qui liquidaient leur retraite à 62 ans, à l'âge légal aujourd'hui. Et que si vous liquidiez votre retraite à 62 ans, à l'âge légal, eh bien, vous étiez pénalisé de ce coefficient dit de solidarité pour les 3 années qui suivaient de déficit sur votre droit à pension complémentaire. Donc je me disais, moi je suis tranquille, puisque je liquide ma retraite à 64 ans. Ah non, c'est l'âge du taux plein. Si vous liquidez à quelque âge que ce soit pour ce qui vous concerne, votre retraite, au moment où vous avez droit au taux plein, même pour ce qui me concerne seulement à 64 ans, parce que on est tous pénalisés maintenant de l'allongement de la durée de cotisation, on y reviendra. Si vous liquidez votre retraite à l'âge du taux plein, vous êtes pénalisé du coefficient de solidarité, quel que soit l'âge du taux plein auquel vous êtes arrivé. Donc, mes chers camarades, ce n'est pas la décote à 64 ans ou à 65 ans. D'autre part, nous ne l'avons pas signée. Nous l'avons dénoncée. Et cela nous a amenés, rappelez-vous, à quitter la présidence de l'Agirc-Arrco que nous occupions en alternance avec le patronat depuis les origines. C'était en 2015, mes camarades. Et nous n'avons pas non plus signé en 2017 à l'Agirc-Arrco l'accord qui en inscrivait, après
ce premier accord de 2015, le principe dans la gestion des retraites complémentaires. Nous avons, en revanche, effectivement signé un accord en 2019, après avoir longuement débattu au sein notamment de la commission exécutive confédérale. Cet accord ne contenait aucune référence à ce coefficient, mais il rétablissait et maintenait le pouvoir d'achat des pensions complémentaires. C'est ce qui nous a décidé à signer cet accord, tout en rappelant, mes camarades, que nous demandions l'abrogation, l'annulation de ce coefficient de solidarité. Par contre, mes camarades, nous n'avons pas signé l'avenant en 2021, qui est revenu sur l'accord que nous avions signé en 2019, et en particulier sur le maintien du pouvoir d'achat, au prétexte de la crise sanitaire, alors que nous avions fait d'autres propositions de gestion qui évitaient d'affaiblir le pouvoir d'achat des pensions, tout en assurant l'équilibre du régime. J'avais déjà expliqué cela précisément lors du dernier CCN à un camarade qui portait déjà cette fausse accusation. Manifestement, mes camarades, faites attention à ne pas vous couper de votre base, puisque manifestement un certain nombre de syndicats, dont le camarade est le secrétaire général de l'UD, sont venus ici relayer cette critique, mais ils auraient pu être informés par le camarade, puisque j'avais expliqué exactement cela dans les détails lors du CCN. Quelques camarades sont venus mettre en cause ou critiquer le manque de soutien dans leur activité syndicale. Je ne peux pas répondre dans le détail, je ne souhaite mettre d'ailleurs personne en difficulté. Mais à ceux ou celles-là, je leur demande de bien se souvenir de nos échanges, de nos interventions à tous les instants quand ils nous ont et quand ils m'ont sollicité. Moi, je m'en souviens précisément. Nadine, dans le Finistère, cela a été le cas. Que je n'ai pas toujours réussi est une chose, je l'admets, pas aussi bien que nous aurions pu le souhaiter, pas aussi bien que tu pouvais le souhaiter, je le reconnais, mais j'ai toujours fait ce qui était en mon pouvoir d'agir. Et dans ce département, dès que nous avons été alertés des graves difficultés et comportements condamnables par le secrétaire général ancien, nous sommes intervenus à tous les niveaux et nous avons œuvré à rétablir l'union départementale et nous avons fait en sorte, dans une situation qui était d'une extrême gravité, compte tenu des actes condamnables qui étaient invoqués, nous avons fait en sorte, bien évidemment, de protéger Force ouvrière, la Confédération, tout en protégeant le plus efficacement possible, à ce qui est de notre responsabilité, les victimes de ces agissements. Frédéric Guillaume, j'espère que tu es là, dans la salle, car lorsque j'ai voulu te l'expliquer lors du congrès de ton union départementale dans le Doubs, tu n'étais plus là. Lors de ta première garde à vue, ta secrétaire d'UD, qui est ici, nous a immédiatement alertés. C'est Fred qui m'en a fait part. Il était dans mon bureau. J'ai immédiatement appelé le cabinet du Premier ministre, son conseiller social. Plusieurs autres camarades, plusieurs autres camarades savent que l'on a pu leur éviter des poursuites et autres complications. Nos interventions, parfois, étaient de notre initiative, mais le plus souvent, quand ils le pouvaient, bien sûr, à leur demande. Mes chers camarades, vous êtes nombreux à avoir salué la présence de nos camarades d'Afghanistan. Quelques-uns d'entre vous ici le savent, parce qu'ils nous ont sollicités dans le même état d'esprit, avec les mêmes types de situations. Comment croyez-vous que nous avons réussi à les faire sortir en sécurité, mes camarades? Comment croyez-vous que nous avons pu intervenir et faire en sorte qu'ils puissent être extradés d'Iran en toute sécurité? Je n'en dirai pas plus.
J'en viens au sujet de la transparence financière. Qu'avons-nous fait? On est critiqué, c'est normal, je n'ai pas de difficulté avec cela. Certains critiques ont souligné quelques avancées, mais d'après eux insuffisantes. Je suis tout à fait disposé à y répondre et je vais le faire. Tout d'abord, mes chers camarades, j'ai beaucoup entendu parler de l'audit financier. Je l'avais mentionné, ça a été repris par des camarades qui peut-être m'avaient entendu à l'époque ou y ont pensé comme moi. Nous n'allions quand même pas faire appel à McKinsey. Non, dès que j'ai été élu secrétaire général, et pour cause, j'avais déjà dû passer une journée complète au service comptable pour répondre à certaines informations qui avaient été passées dans la presse au mois d'octobre-novembre 2018. On a fait 2 droits de réponse précis, factuels, qui n'ont jamais été contestés ni remis en cause. Mais du coup, je pensais qu'il était nécessaire qu'on travaille et qu'on fasse la démonstration qu'on travaillait sur ces questions. Et donc, je n'ai pas appelé cela audit, mais je m'étais engagé, nous l'avons fait, à ce que l'on réalise un état financier. Et pour ce faire, on n'a pas sollicité McKinsey ou qui sais-je d'autre, nous avons fait appel à la commission de contrôle. Elle a procédé à cet état des lieux, cet état financier, nous a remis un rapport et nous en avons indiqué les principales lignes et ensuite nous avons agi sur la situation financière, je vais y venir, en tenant compte de ce rapport de la commission de contrôle. Tout d'abord, c'était une de mes propositions, mais c'était souligné comme une nécessité par la commission de contrôle. Nous avons mis en place, ce qui n'avait jamais été réalisé complètement auparavant. C'est peut-être un des sujets sur lesquels je m'accrochais un peu avec Jean-Claude tout au long de notre cohabitation au bureau confédéral. J'étais le seul. Hein. J'étais le seul. J'ai entendu dire que d'un certain, on était tous les deux au bureau confédéral à intervenir sur le sujet. C'est faux. Le deuxième, je ne l'ai jamais entendu là-dessus, au bureau confédéral. Donc, nous avons mis en place une procédure de gestion budgétaire à partir de l'établissement d'un budget prévisionnel chaque année. Et depuis, non pas 2019, on l'a fait à partir de la fin 2019, début 2020, mais chaque année maintenant, à la fin de l'année ou l'année qui suit, le budget prévisionnel de l'année en cours, de l'année à venir, est présenté dans ses lignes principales aux membres de la commission exécutive confédérale, qui peuvent bien sûr intervenir s'ils l'estiment nécessaire. La procédure qui nous est imposée depuis 2008 en matière comptable, celle de l'arrêté des comptes et de l'adoption des comptes par le CCN, ça a été souligné, je crois, par un camarade, a été effectivement mise à jour et désormais, il y a eu une petite transition, on est passé par le bureau, la CE et ensuite, et aujourd'hui, c'est la CE qui arrête les comptes et c'est le CCN qui les adopte. Mes camarades, nos comptes, ne l'oubliez pas, vous le savez comme moi, sont publiés, certifiés par des commissaires aux comptes et évidemment élaborés avec l'appui d'experts comptables. Chers camarades, oui, la santé financière, nous avons réussi à dégager, pour des raisons diverses, je ne vais pas rentrer dans les détails, des excédents sur les 3 années qui viennent de s'écouler. Oh, l'idée n'est pas de thésauriser, ou de faire du profit. Non, mes camarades, l'idée, elle est de se préparer à ce qui est important concernant l'avenir de la Confédération. D'abord, pérenniser le siège de la Confédération. Il y a un enjeu majeur de maintenance du bâtiment, de l'immeuble, mais aujourd'hui, il y a un enjeu important qui est celui
de la mise aux normes et de la rénovation énergétique pour faire face justement au coût de la consommation énergétique. Le deuxième enjeu, mes camarades, c'est préserver, maintenir notre présence dans les départements à travers nos unions départementales, nos unions locales. Et on sait, les dossiers arrivent de plus en plus souvent, qu'il va falloir faire face à des difficultés de plus en plus souvent de maintien de nos moyens en termes de présence d'unions départementales et d'unions locales. Donc, il faut qu'on dégage ces moyens-là. Et il nous faut, j'y insiste encore, investir, cela a été appelé par un certain nombre d'entre vous, dans des politiques de développement qui soient efficaces. Le dernier point qui est en cours depuis cet automne, c'est effectivement l'état des lieux et le suivi de la répartition des moyens de la Confédération. Et là encore, nous avons fait appel à la commission de contrôle. Nous avons chargé la commission de contrôle de travailler à cet état des lieux et ensuite à ce suivi de la répartition des moyens chaque année sur la base, évidemment, de politiques identifiées. Et Jean, tu parlais de la nécessité d'avoir des règles pour savoir, en particulier dans telle ou telle structure, si telle ou telle aide, on va bien l'avoir ou non. Je suis entièrement d'accord, c'est l'objectif de ce travail d'état des lieux, de suivi. Mais j'aimerais aussi que l'on s'assure, ou que vous dire que la Confédération, elle aimerait aussi savoir si et quand elle verra rentrer les cotisations qui lui sont dues. Le fonds de grève, il n'a pas disparu. Non, il n'est plus un approvisionnement automatique, virtuel, opération comptable. Je ne me rappelle plus du terme, mais bref. Non, au moment de l'approbation des comptes du CCN, on fait ou non une proposition, les membres du CCN peuvent faire ou non une proposition d'affectation de telle ou telle part des résultats financiers si on a des excédents de l'année en cours, de l'affectation de telle ou telle part au fonds de solidarité de grève. Ça relève de la compétence, du rôle d'administrateur du CCN. J'ai entendu beaucoup la base, la base, la base. Je trouve, moi, le terme réducteur de ce que sont chacun de nos adhérents, militants, qui sont des individus, qui ne sont pas systématiquement une communauté, une base. Et quand on dit, d'ailleurs, j'interviens au nom de la base, chers camarades, on est déjà un peu bureaucrate quand même, hein. Mais je comprends ce que vous entendez. Je fais un peu d'humour et d'ironie pour mettre un peu d'animation. Chers camarades, il n'y a pas de hiérarchie dans la Confédération. Je ne suis pas, et en tout cas si je l'étais plus pour longtemps, le patron de FO. Je suis le secrétaire et plusieurs m'ont fait remarquer, vous m'avez vu prendre beaucoup de notes. Et je suis chargé de porter la parole de Force ouvrière et de rendre compte, au nom de la Confédération, de nos actions, de nos interventions. Et, mes camarades, nous sommes révocables par le CCN. Il n'y a pas besoin d'attendre un congrès ou de convoquer un congrès. J'y insiste. Nous sommes révocables par le CCN. Et cela, c'est plus facile et rapide à convoquer, si c'est nécessaire. Vous dites la base. Ceux qui l'ont invoqué à maintes reprises, je trouve que vous en avez, je viens un peu de l'évoquer rapidement, une vision un peu bonapartiste. Où le Congrès élit-il son instance qu'on peut appeler dans ce cas-là dirigeante? À la CFDT. L'équivalent de notre CE est élu par le Congrès et c'est cette CE élue par le Congrès qui élit à ce lors le secrétaire général et l'analogue de notre bureau confédéral. Mais, mes chers camarades, n'oubliez pas, et je vais y venir, que cela est associé à la centralisation de la cotisation des adhérents.
Si on pose la question de l'élection de nos instances directement par le Congrès, c'est-à-dire par les syndicats, je vous invite à réfléchir au fait, effectivement, que cela impose immédiatement la garantie du respect des statuts dans toutes nos structures, à commencer par l'affectation des isolés, à commencer par l'affectation des adhérents aux bons syndicats, aux bonnes UD, aux bonnes fédérations. Ensuite, cela demande de s'assurer de l'autonomie politique et organisationnelle effective de chaque syndicat. Cela demande de s'assurer que nos modes de fonctionnement sont respectés par les groupements, les syndicats départementaux, régionaux, nationaux. Alors, mes camarades, commençons par cela. Et puis, je viens de vous le dire, ça soulève quand même immédiatement le problème de la cotisation et du circuit de la cotisation. Si vous centralisez l'élection, vous centralisez la cotisation, mes camarades, et vous conférerez aux instances élues par le Congrès, bureau confédéral éventuellement, ou commission exécutive confédérale qui élirait le bureau confédéral, une autorité supérieure à celle des fédérations et des unions départementales, mes camarades. Vous invoquez le mandat, mais vous contestez le mandat de nos instances, UD, fédérations, qui représentent le CCN et qui sont élus et détiennent, elles, un mandat de leur syndicat. La logique de l'élection directe posera d'ailleurs, si on la pousse, de la même façon la question de l'élection directe par les adhérents. Il n'y a plus alors de secrétaire de syndicat, d'UD, de fédé, mais une instance dirigeante dotée de tous les pouvoirs. Certains, en République, appelaient cela le coup d'État permanent. Alors, camarades, on se réclame bien du fédéralisme, de la Fédération des bourses du travail. Et alors, je ne suis pas forcément le meilleur des spécialistes, mais certains de nos camarades se réclament de l'anarchisme. J'avais cru comprendre que l'anarchisme était lui aussi lié ou associé ou imbriqué dans le fédéralisme. On nous parle de candidats de l'appareil parce que présentés conformément à nos statuts par les UD et fédés. Certains sont venus reprocher qu'un candidat qui voulait être candidat n'ait pas pu l'être. Mais, camarades, votre UD, votre fédé, si les syndicats ou leur commission administrative lui en avaient donné le mandat, pouvaient présenter ce camarade. Fabrice, si tel était ton souhait, pourquoi m'avoir interrogé pour savoir si une autre UD, celle de Mayotte, je ne sais pas pourquoi Mayotte, parce que l'île-et-Vilaine et Mayotte, c'est quand même pas la porte à côté, m'interroger pour savoir si celle de Mayotte le faisait. À un moment, mes camarades, où, vous le saviez bien, nous œuvrions à résoudre les difficultés que nous rencontrions dans cette union départementale. Je sais. Nous avons des statuts. Vous nous dites mandat, mais comment définir un mandat sans statut? Nos statuts prévoient que, je lis, le bureau est nommé par le CCN après chaque congrès confédéral ordinaire. Nous avons toujours procédé ainsi, sauf une fois, en 2018. Cela a duré 6 mois. Et nous en sommes revenus au statut, puisque le CCN, en novembre, a finalement élu un secrétaire général après le congrès confédéral ordinaire. Alors, mes chers camarades, on ne met pas en cause les statuts parce que l'on n'obtient pas les suffrages espérés. Et puis, nos statuts, camarades, leur fondation sur le fédéralisme, date, même un peu avant, de la charte d'Amiens. Jean, tu avais un argument pour poser la question des statuts qui s'entend, qui est celui de leur ancienneté, peut-être de leur non-modernité par rapport au temps d'aujourd'hui. Mais je ne peux pas non plus m'empêcher de faire un peu d'ironie, ce n'est pas Jean. Je m'interroge à ce train-là. Vous allez revisiter le total, les statuts et la charte d'Amiens?
Sur les retraites, où en sommes-nous? Tout d'abord, j'ai bien aimé le raisonnement de Fred Beauchard, quand certains nous disent, le président de la République le premier, que c'est la pandémie qui l'a empêché d'aller au bout. On peut, nous aussi, s'amuser à refaire l'histoire et interroger. Pourquoi ne pas considérer que c'est au contraire la survenue de la pandémie et les restrictions sanitaires massives qui nous ont peut-être empêchés de venir à bout définitivement du système universel? Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une illusion. Souvenez-vous, le projet tel qu'il était devenu sous la pression de nos mobilisations n'était déjà plus ce qu'il était à l'origine. Il renvoyait son application à bien plus tard, avec les clauses du grand-père ou à l'italienne. Nul ne dit alors qu'il aurait survécu dans le temps. Mais aujourd'hui, rien non plus n'est joué. Emmanuel Macron a été réélu et nous avons devant nous le risque du recul à 65 ans. Et derrière, il y a toujours, je vous le dis, l'idée d'un régime unique par points. Ne vous faites pas d'illusions. Croyez-vous que c'est un hasard, le rapport Tirole-Blanchard, ces deux économistes, commandé par le président et qui lui a été remis en juillet 2021, qui considère que c'est la bonne solution? Et n'avez-vous pas entendu ce même président, en campagne, en appeler à la suppression des régimes spéciaux et expliquer que la réforme nécessaire était, selon lui, je le cite, celle d'un système qui devrait être universel et qui devrait s'autoréguler. Mes chers camarades, un système universel qui s'autorégule, cela ressemble étrangement à un régime unique par points. Je ne crois pas qu'ils renonceront, car, rappelez-vous cette vidéo de François Fillon, un régime unique par points serait un formidable outil entre les mains de l'État et des gouvernements demain pour piloter les retraites à l'économie, en jouant sur le niveau des pensions pour contraindre à devoir partir toujours plus tard. Je ne sais pas ce que vous déciderez. J'ai peut-être outrepassé mon rôle ces derniers temps, mais quand je me suis exprimé publiquement en disant qu'il n'y avait rien à négocier et que s'il le fallait, la question de la grève serait posée. À ce sujet, certains d'entre vous ont critiqué, ils ont toute légitimité, que nous n'ayons pas été assez vindicatifs, avec la niaque, j'ai entendu, en déplorant en premier lieu que l'unité syndicale n'ait pas été réalisée. Chers camarades, sur ce dernier aspect, je peux être d'accord avec vous, mais ici, nous sommes au congrès de FO, pas à celui de la CFDT, ni de la CGT, ni à celui du syndicalisme rassemblé. Nous ne pouvons pas décider pour eux. Pour autant, celle qui a recherché l'unité syndicale, l'unité d'action syndicale, c'est bien FO. Pas l'unité limitée à l'intersyndicale devenue permanente, sous l'égide de la CGT, avec FSU, Solidaire et l'UNSA ces derniers temps, qui manifestement avait besoin de se refaire une virginité en perspective des élections fonction publique. Elle était restée sur le trottoir toutes ces 4 dernières années. Nous, FO, nous avons, à chaque fois que nous l'estimions nécessaire, recherché l'unité d'action syndicale au niveau confédéral. Et, je l'avais dit à la CE à l'époque, fin 2018, en décembre, cela a commencé avec moi le 6 décembre 2018. Il n'y a pas de trace écrite. Donc, je vous demande de me croire sur parole. Je ne suis pas un menteur, mes camarades. Nous étions au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et nous étions réunis, les 5 confédérations, avec la FSU, Solidaire et l'UNSA, au siège de la CFDT. L'objectif était d'examiner entre nous quelle pouvait être notre attitude en tant que syndicat dans ce contexte. Vous savez, c'était le moment aussi où montaient les violences sur les manifestations le samedi. On nous a d'ailleurs reproché que dans ce communiqué, nous ayons condamné les violences comme forme d'expression des revendications. Je ne sais plus exactement quelle était la formule. Lors du premier tour de table, je suis intervenu le dernier parce que j'étais arrivé le dernier sur le lieu de la réunion. Donc j'ai écouté les uns et les autres. Et je n'ai entendu personne évoquer que nous pourrions peut-être considérer une mobilisation au niveau de l'ensemble de nos confédérations. On s'en est tenu d'ailleurs à un communiqué. Moi, mes camarades, j'ai posé dans mon intervention explicitement, dans les termes suivants,
m'adressant à Philippe Martinez, Laurent Berger, etc. Chers camarades, je leur ai dit, sommes-nous en capacité, dans ce contexte, puisque nous sommes tous réunis, ensemble, d'en appeler à la grève interprofessionnelle? Je suis le seul à avoir questionné cette hypothèse. Je n'ai pas été suivi, mes chers camarades, mais je tenais à ce que vous le sachiez. L'unité d'action syndicale, en tout cas, à notre initiative, on l'a réussi en octobre 2020. Rappelez-vous cette lettre adressée à 5 au président de la République, au Premier ministre, pour contester, je l'ai rappelé dans le rapport d'activité, tout retour de la réforme des retraites avant le terme de ce mandat présidentiel. Et nous avons essayé de rééditer ces temps derniers. Nous n'y sommes pas encore parvenus. Il ne faut pas désespérer face au risque du recul de l'âge légal à 65 ans. J'ai entendu un camarade dire qu'il était d'accord avec le rapport d'activité. Il l'a même qualifié de très beau discours, mais qu'il voterait contre, car lui aussi estimait que l'expression n'était pas suffisamment celle de la colère véhémente, à la différence de ce qu'avait été celle de Marc Blondel et Jean-Claude Mailly. Marc Blondel, mes chers camarades, il est un modèle. J'avais moi-même parlé de génération Blondel, on me l'avait reproché. Oui, il avait le verbe. Et oui, il avait le verbe et nous nous sommes bagarrés, mais, mes chers camarades, rappelez-vous, ça n'a pas suffi, malgré tout, en 2003, pour empêcher la réforme Fillon et les 42 ans. Et la parole de Jean-Claude Mailly, qui était aussi celle de la verve, du verbe, la colère, le mécontentement, la contestation, n'a pas suffi non plus. On a bagarré, là aussi, rappelez-vous, à empêcher le recul de 60 à 62 ans. Nous, mes camarades, je dis bien nous avons empêché le système universel par points, cette mère des réformes, certes, jusqu'à maintenant seulement, mais nous y sommes parvenus, mes camarades. Le reproche est que l'on ne m'entendait pas assez ferme dans les médias. Alors, je vais reprendre quelques extraits de passages dans les médias. La Croix, 11 mars 2019. Si les autres syndicats, c'était en perspective du 19 mars, s'étaient associés, cela aurait donné plus de force, a-t-il regretté à propos de la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC. Monsieur Verrier a jugé nécessaire de réhabiliter la question de la grève. Mars 2019, 18 mars 2019, notre préavis de grève pour le lendemain, notre préavis de grève interprofessionnelle s'adresse tant au gouvernement qu'aux organisations patronales. Il est aussi important de relancer un outil classique du syndicalisme, la grève, comme un moyen d'action pacifique et efficace. Le Parisien, 18 avril 2019. Retraite. S'il le faut, une grève sera à l'ordre du jour, menace Yves Verrier. France Info TV, 25 avril 2019. Il y a un dossier qui va beaucoup préoccuper les salariés, c'est celui de la retraite. Il y a un moyen efficace et simple, on cesse le travail, tous ensemble, pour se faire entendre. Si nous ne sommes pas entendus sur la question des retraites, on appellera à la grève si c'est nécessaire, répond Yves Verrier. L'Est républicain, 19 août 2019. Yves Verrier, c'était en titre, en une, sur les retraites. S'il faut aller à la grève, nous y sommes prêts. 16 janvier 2020. Le mouvement est très long, très dur à porter. Je salue ceux et celles qui ont reconduit la grève, mes camarades. Ce sont entre autres nos camarades de la RATP qui, depuis, nous ont rejoints. Je continue. France Inter, 1er mai 2022, retraite à 65 ans. Peut-être ai-je anticipé. Yves Verrier, FO, n'exclut pas le retour à la grève pour s'opposer à la réforme. Le Monde, 1er mai, si les syndicats échouent à se faire entendre, M. Verrier plaide pour exercer, le cas échéant, le droit à la grève. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Oui, parce que mes camarades, ça n'est pas un objectif en soi. Notre objectif, c'est d'empêcher la raison qui nous conduirait à aller à la grève. Mes chers camarades, 28 juin 2021, France Info, Yves Verrier a affiché sa détermination intacte et prévenu le gouvernement d'un conflit social majeur en cas de réforme. 14 septembre 2021, la grève, on ne la fait pas par plaisir, parce qu'on y perd, ce qu'on y perd, c'est notre gagne-pain, c'est le salaire.
Voilà, mes chers camarades, je n'ai peut-être pas la verve, je ne suis peut-être pas assez ferme et assez en colère, mais je crois quand même avoir été clair sur les modes d'action qui sont ceux de la Confédération Force ouvrière quand on n'arrive pas à se faire entendre. Et mes chers camarades, plusieurs d'entre vous l'ont souligné, appeler à la grève est une chose. Créer, s'assurer des conditions de sa réussite est déterminante. C'est vrai à tous les niveaux. Je vous l'ai détaillé dans mon rapport. Je crois que c'est ce que nous avons tout fait en ce sens. Et vous l'avez entendu, pas sûr, vous l'avez entendu de nos camarades de la RATP, pas sûr que la prochaine fois, la grève par procuration, à laquelle on appelle, mais qu'on laisse faire par les autres, ça continuera de fonctionner. Donc, oui, il faudra créer, si c'est nécessaire, les conditions du fait que l'ensemble des salariés s'associent, rejoignent l'appel à la grève. Et vous savez, dans ces cas-là, elle ne dure pas longtemps. Si on est très nombreux en grève, très vite nous sommes écoutés, entendus, et très vite on gagne, et très vite la grève s'arrête. Et créer les conditions, mes chers camarades. L'un d'entre vous a expliqué que de la posture à l'imposture, le chemin était parfois court. Attention à ne pas être dans la posture en interne au risque d'apparaître un peu dans l'imposture vis-à-vis des salariés. Et je dis cela à propos de la revendication. C'est vous qui allez en débattre dans les résolutions. 60 ans, un point, c'est tout. 37 ans et demi. Mes chers camarades, on est aujourd'hui à 62 ans d'âge légal. Et plusieurs l'ont souligné, à 43 ans bientôt de durée de cotisation. Et pour beaucoup, déjà, cela fait aller bien au-delà des 62 ans. Si l'on n'explique pas cela, si l'on n'est pas clair et ferme sur la réalité à laquelle nous sommes confrontés, sur le fait que nous sommes confrontés au projet de reculer encore l'âge légal pour pouvoir faire valoir son droit à la retraite à 65 ans, avec tout ce que cela entraîne, je ne suis pas sûr que l'on sera compris des salariés et je ne suis pas sûr que si on ne le dit pas clairement qu'il faut s'opposer à ce recul, on les convaincra d'aller à la grève. Tous, ou alors je n'ai pas compris, ont applaudi à notre comportement pour empêcher le régime unique par points. Relisez bien toutes nos interventions, pas une seule fois nous n'avons eu besoin de dire 60 ans et 37 annuités et demie. Nul ne nous l'a reproché. Oui, cela est une aspiration, mais il faut en créer les conditions. Et cela commence, je pense, par éviter de passer de 62 à 65 ans, ainsi que par contester les 43 années et empêcher l'accélération de sa mise en œuvre, qui fait partie aussi des projets aujourd'hui. Et il me semble nécessaire de souligner un point. Plusieurs expliquent que les résolutions exigeront une mobilisation sans faille des instances confédérales. Elle n'a jamais fait défaut. Ou, si elle le faisait, vous avez la possibilité de le contrôler, de le sanctionner, et y compris, je vous le disais, de révoquer. Le 5 décembre, et ensuite, les instances confédérales n'ont pas fait défaut. Gabi rappelait que nous étions de toutes les manifestations, plusieurs fois par semaine d'ailleurs. Mais ce qui a fait défaut, mes chers camarades, il faut se le dire, si la grève a duré si longtemps, s'il a fallu qu'on s'appuie sur la RATP et les cheminots, je viens de vous le dire, c'est parce que nous n'étions pas assez nombreux dans la grève le 5 décembre. Si nous avions été plus nombreux le 5 décembre au soir, la reconduction était posée, et je vais vous dire, avant Noël, on n'avait pas besoin de parler de trêve, le projet a été retiré. Et puis, mes camarades, beaucoup d'entre vous sont venus faire part de leurs actions, négociations et résultats. Mais sur le même sujet, j'ai le souvenir de certaines idées peu nombreuses. Elles avaient, fin 2018, elles nous en avaient informé, bien sûr, lancé des appels à la grève générale dans leur département. Dans les Côtes-d'Armor, Éric, tu aurais pu nous dire ce qu'avait alors été le résultat de cet appel à la grève générale. Le motif était sans doute légitime, mais oui, c'est dur. Il ne suffit pas de le décréter, mes camarades, pour que ça réussisse. Mes chers camarades, relocaliser, réindustrialiser
est revenu à l'ordre du jour, notamment du fait de l'effet révélateur de la pandémie et aujourd'hui face à l'enjeu environnemental et climatique. Le drame de la désindustrialisation n'est pas nouveau pour Force ouvrière. Encore une fois, Blondel, en 2004, dénonçait la perte de l'ordre de 1,4 million d'emplois de la métallurgie ou directement ou indirectement liés à la métallurgie. Quels sont nos modes d'action, mes camarades? Je vous l'ai dit, il y a la question de l'économie financière, de la domination, de l'emprise de l'économie financière, au détriment, y compris d'une industrie qui serve les besoins des populations et répond aux enjeux environnementaux. La contestation de ces politiques, de cette emprise, elle passe en premier lieu par la contestation des politiques de compétitivité systématique dans le cadre d'échanges internationaux, sans entrave, sans normes. Ça remet à l'ordre du jour la nécessité de défendre, de promouvoir et de faire appliquer les normes internationales du travail, y compris désormais des besoins en termes de normes environnementales. Marc Blondel nous appelait à serrer les boulons dans ce cadre-là, dans ce contexte. Nos interventions ont été multiples, à vos demandes, quand vous nous sollicitez auprès du gouvernement pour mettre en garde, préserver, sauver, comme nous sommes intervenus également à chaque fois que nous étions sollicités sur les enjeux en termes d'emploi, de salaire et malheureusement, souvent aussi par rapport aux droits des salariés quand ils étaient menacés, notamment dans le contexte de fermeture ou de cessation d'activité avec des suppressions d'emplois. Le dernier en date est l'entreprise PEI, beaucoup en ont parlé, bien qu'il ne soit pas du département ni de l'entreprise. Je suis intervenu, et Zaïnil l'a rappelé, à maintes reprises, à sa demande, en lien avec lui, auprès du gouvernement, directement, et avec nos camarades de la métallurgie et de Renault. Je les remercie. Nous avons obtenu, réussi, je crois que c'est en cours, je ne sais pas si ça va déboucher positivement, à ce qu'on mette autour de la table pouvoir public, Renault et le prestataire, afin de trouver une solution pour les salariés qui, sinon, seront mis sur le carreau. J'ai bien entendu quelques camarades interroger le bien-fondé de telles demandes et interventions, y voyant une forme de syndicalisme de salon, voire d'accompagnement, pour ne pas dire de compromission. Plusieurs de ces voix ont d'ailleurs mentionné le conflit en cours, je viens d'en parler, je ne vais pas en reparler. Éric, encore dans les Côtes-d'Armor, quand un foyer de Covid-19 s'est déclaré aux abattoirs de Kerméné et que les salariés du prestataire de nettoyage avaient été exclus du dépistage qui avait été mis en place, tu m'as appelé pour que j'intervienne auprès de la ministre du Travail. Je n'ai pas eu à me rendre dans les salons du ministère, pour le coup, puisque l'heure était au distanciel. Nous étions sous le régime de la pandémie. Mais je l'ai fait virtuellement, par téléphone. Et tu m'as remercié parce que cela a conduit à ce que ces salariés soient traités à égalité. Alors, je me suis peut-être compromis. Vous savez, mes camarades, l'efficacité de nos interventions ne tient pas à mes qualités propres, à ma capacité de persuasion. L'efficacité de nos interventions tient non pas au fait que c'est Yves Verrier qui appelle, qui intervient auprès de tel ou tel ministre ou conseiller. L'efficacité tient au fait que c'est le secrétaire général de FO et ce qu'il représente, mes camarades, c'est-à-dire vous. L'enjeu environnemental, je pourrais être très long, mais je ne le serai pas. Rassurez-vous. Vous connaissez ma formation d'origine. C'est un sujet que je pense connaître un peu plus que d'autres, sur le plan scientifique en tout cas. L'enjeu environnemental, nous nous en sommes saisis. Et je vais vous dire, ça n'est pas par opportunité, parce qu'il faudrait qu'on soit à la page par rapport aux jeunes, dont c'est une inquiétude plus grande aujourd'hui, ce qui est juste d'ailleurs. Et si nous ne nous en intéressions pas, nous ne serions pas compris, peut-être effectivement des jeunes. Mais nous nous en sommes saisis. La première résolution consacrée aux questions environnementales date de 1977, mes camarades, résolution de la Confédération. Nous avons mis sur pied, je vous l'ai rappelé, une conférence syndicale permanente et nous allons continuer. Nous sommes allés effectivement soutenir nos camarades du nucléaire parce que nous pensons aujourd'hui que l'industrie nucléaire, à la fois nous défendons les emplois des salariés bien sûr, mais qu'elle est
central dans la question de la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde n'est pas exactement d'accord là-dessus, vous l'avez compris. Je ne dis peut-être pas en notre sein, mais en tout cas, c'est la position que nous avons défendue toujours au sein de la Confédération Force ouvrière. J'ai été interrogé, je vais y répondre, sur le soutien que j'aurais apporté à Mme Pénicaud quand elle était candidate au poste de directeur, directrice en l'occurrence, générale du BIT. J'avais dû m'en expliquer d'ailleurs avec certains journalistes. Je n'ai pas apporté mon soutien à la candidature de Mme Pénicaud. Non. J'ai mis en garde contre le fait, à l'époque, que le candidat qui avait le plus de chances de l'emporter était le porte-parole des employeurs. Vous savez que j'ai œuvré beaucoup jusqu'à juin de l'année dernière au sein de l'OIT, et ce porte-parole des employeurs et son groupe n'a eu de cesse, et si je suis resté aussi longtemps d'ailleurs au comité de la liberté syndicale, c'est parce que le groupe des travailleurs me demandait de défendre le droit de grève, le système lui-même de l'OIT face aux attaques conduites par les employeurs. Et il se trouve que parce que celui qui va quitter le poste de DG, Guy Ryder, vient de la CISL, c'est-à-dire du monde syndical, les employeurs estimaient légitime et s'appuyaient là-dessus pour dire maintenant c'est notre tour. Je pense à l'époque d'ailleurs que nous avions fait une erreur en promouvant Guy Ryder. Je l'aime bien, c'est un copain, c'est un type super, il est d'une maîtrise parfaite du système de l'OIT, du système international, mais je pensais que c'était une erreur parce que je craignais que nous subissions des attaques sans cesse mettant en cause l'administration de l'OIT de la part des employeurs, de la part des gouvernements antisociaux qui auraient vu dans la direction générale du BIT, non pas le directeur général du BIT, mais le représentant des syndicats dans le monde entier. Et donc, les employeurs demandaient, dans cette logique, que ce soit leur tour. Et il se trouve qu'ils avaient un candidat, qui plus est, qui venait d'un pays du Sud, d'Afrique du Sud, donc ils pouvaient jouer également sur le tour des pays du Sud, le tour des pays en difficulté, et face au fait que trop longtemps, ce sont des pays industrialisés qui ont promu des directeurs généraux de l'OIT. D'ailleurs, c'était une erreur de présenter Mme Pénicaud à la candidature, puisque cela aurait fait le troisième Français, en l'occurrence française. Il n'y a pas eu tant de directeurs généraux du BIT depuis 1919, et c'était à nouveau un Européen, ce qui rendait d'autant plus difficile qu'elle puisse l'emporter. Mais je mettais en garde donc sur le risque que ce soit l'employeur qui aurait conduit à ce que l'on soit confronté à un affaiblissement de l'OIT, mes camarades. Il se trouve qu'entre-temps est arrivée une autre candidature, celle de l'ancien Premier ministre du Togo, qui était lui-même, à un moment donné, au sein de l'OIT et qui œuvrait au niveau du système multilatéral, c'est-à-dire une candidature, entre guillemets, parfaite. Et j'ai expliqué que le candidat, d'abord, ce n'est pas nous qui votons, puisque nous ne sommes pas membres du conseil d'administration aujourd'hui, mais le candidat que nous soutiendrions serait celui que soutiendrait la CSI, la Confédération syndicale internationale, et le groupe des travailleurs. Et le groupe des travailleurs a voté à l'unanimité pour le candidat venant du Togo, qui est aujourd'hui celui qui a été élu à la tête du BIT. Mes chers camarades, je reviens là-dessus parce que j'ai vu circuler à un moment donné sur les réseaux sociaux, à la suite d'une information erronée, des tweets vengeurs contre moi, m'accusant de promouvoir celle qui avait fait la loi travail, les ordonnances, la décentralisation de la négociation collective, de promouvoir celle-là au BIT. Mes chers camarades, pour justifier que ça n'était pas possible, cette candidature, ces relayeurs de cette information utilisaient un paragraphe qui provient du comité de la liberté syndicale de l'OIT et qui disait que la mise en place de procédures favorisant systématiquement la négociation décentralisée de dispositions dérogatoires dans un sens moins favorable que les dispositions de niveau supérieur peut conduire à déstabiliser globalement les mécanismes de négociation collective et constitue en ce sens
un affaiblissement de la liberté syndicale et de la négociation collective à l'encontre des principes des conventions 87-98. Ce paragraphe a été adopté par le Comité de la liberté syndicale, puis endossé par le Conseil d'administration de l'OIT. Et il était donc mentionné pour dire comment Verrier peut-il soutenir une ministre candidate, Madame Pénicaud, qui a promu en France le contraire de cela. Ça n'est pas possible, mes camarades, pour une raison simple, c'est que ce paragraphe, mes camarades, c'est moi qui l'ai dicté lorsque nous examinions le cas de la Grèce, qui était soumise à la remise en cause du principe de faveur et de la hiérarchie des normes sous l'autorité de la Troïka. Et c'était le comité de la liberté syndicale qui examinait ce cas-là, et c'est moi qui ai dicté ce paragraphe qui a été adopté par le comité de la liberté syndicale et endossé par le conseil d'administration du BIT. Alors, mes camarades, tout de même, renseignez-vous, là aussi. J'en viens à l'enjeu du développement. Nous sommes souvent interrogés sur le nombre de nos adhérents. Et je réponds chaque fois, on déclare 500 000. Les estimations les plus pessimistes nous disent 300 000. Donc on est entre les deux. Et somme toute, c'est déjà pas mal. Chers camarades, je vous alerte quand même. On est à 350 000 cartes à peu près placées ces années passées. On a eu une chute en 2018, légère, et surtout un recul en 2020 sous l'effet de la pandémie. On remonte bien en 2021, puisqu'on est plutôt à cette heure-ci autour de 380 000 cartes placées. Chers camarades, les cartes placées, ce n'est même pas le nombre de nos adhérents, parce que les cartes placées, c'est celles dont on a enlevé les cartes qui avaient été commandées et qui ont été déclarées comme pertes. Et les pertes, mes chers camarades, ce sont souvent des cartes qu'on a placées auprès d'adhérents, mais qui ne sont plus en capacité de payer la cotisation et que nos syndicats, évidemment, ne peuvent pas nous payer en cotisation et qui nous sont indiquées comme non pas étant retournées, puisqu'ils ne peuvent pas nous les retourner, puisqu'elles ne sont plus entre leurs mains. Donc on a un certain nombre d'adhérents qui ont une carte mais n'ont pas payé de cotisation, souvent, mes chers camarades, pour des raisons pécuniaires. Dans le contexte actuel du pouvoir d'achat, c'est compréhensible. Donc, mes chers camarades, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Alors, en repartant, mes camarades, sur le développement, il va falloir mettre le paquet sur l'adhésion, les cotisations, les rentrées de cotisations, parce que c'est comme ça qu'on pèsera aussi. Et si demain, on doit aller à la grève, c'est comme ça qu'on y arrivera. Les défis en termes de développement, l'adhésion, autour de soi, les collègues de travail, la famille, les amis. J'ai souvent dit qu'il faut que chacun de nos adhérents se fasse l'ambassadeur de Force ouvrière, qu'on ne soit pas timide. On n'ose pas dire qu'on est syndicaliste parce que souvent les syndicats n'ont pas forcément bonne presse, ils ne sont jamais contents, contre, ils appellent à la grève, ils bloquent, ils nous emmerdent. Mes chers camarades, mesurez la plénitude de votre engagement syndical, ce qu'il représente sur le plan social, sur le plan économique, ce qu'il représente, y compris d'un point de vue démocratique, et soyez-en fiers. Expliquez cela systématiquement à vos adhérents, qu'ils soient fiers d'être Force ouvrière, adhérents, responsables, délégués, secrétaires de le syndicat, et qu'ils s'en vantent autour d'eux pour convaincre plus largement à ce qu'on rejoigne et qu'on prenne part à l'activité syndicale. Mes chers camarades, il nous faut toucher les salariés éloignés, des TPE, des précaires, les stagiaires, les apprentis, les saisonniers à domicile, les demandeurs d'emploi, les salariés porteurs de handicap, on y travaille beaucoup, les intérimaires, les travailleurs de plateforme aujourd'hui. Et pour ça, mes chers camarades, il faut les cahiers revendicatifs, bien sûr. On n'attrape pas, comme on dit, les mouches avec du vinaigre. Les cahiers revendicatifs qui correspondent à leurs attentes. On vient, par exemple, de déposer, il y a quelques mois, un cahier revendicatif complet concernant la situation des saisonniers. C'est comme ça qu'on arrivera à se développer aussi chez les saisonniers. Et puis, il faut renforcer l'appui juridique. Tous les salariés isolés comptent beaucoup, évidemment, sur les appuis qu'on peut leur donner, les conseils. Et de ce point de vue, un camarade m'a soufflé une idée. On a des journées des référents, égalité et autres. Je pense qu'il serait peut-être une bonne idée de réunir une fois par an les camarades qui sont en charge des commissions juridiques des UD pour échanger les bonnes pratiques, les expériences et que chacun
puisse s'inspirer de l'autre pour améliorer le fonctionnement de la commission juridique. On vous a mis sur vos tables un papier relatif à l'activité de notre association FO des consommateurs. Elle fait partie des moyens de développer à la fois l'association en tant que telle et évidemment de développer les adhésions à Force ouvrière. Nous avons lancé une semaine de l'adhésion syndicale. Il s'agissait de mobiliser nos équipes au mois de janvier dernier. Ça a bien marché, mes camarades. Je crois qu'il faut l'inscrire de manière pérenne et chaque année lancer cette semaine de l'adhésion syndicale. Elle a déjà le mérite de mobiliser nos équipes et elle nous permet de toucher des salariés que nous ne touchons pas habituellement pour leur expliquer, leur rappeler ce qu'est le syndicat, ce qu'ont été les conquêtes du syndicat, ce que sont les conquêtes aujourd'hui des syndicats, aussi petites soient-elles dans telle ou telle entreprise. C'est cela qu'il faut mettre en avant et les convaincre aussi de prendre part au débat, à l'activité, de manière libre au sein de Force ouvrière. Peut-être qu'il faudra aussi accentuer encore, ça a été mis en place, vous avez parlé de la formation syndicale, le centre de formation des militants syndicalistes a mis en place notamment un système de formation ponctuelle, rapide, par exemple sur les PAP à distance, ça marche bien, il faut continuer, il faut développer la formation, il faut renforcer le développement de nos UDR, de notre Union confédérale des retraités, parce que mes camarades, si on revendique que l'on maintienne la retraite, voire qu'on abaisse l'âge de la retraite à 60 ans, je compte quand même, et vous pourrez compter sur moi à cet égard, sur nos camarades retraités pour qu'ils continuent de militer et de nous aider au sein de nos UD. Donc, il faut qu'on les convainque de rester avec nous. Nous allons mettre le paquet. Nous avons commencé déjà tout au long de cette mandature avec le secteur développement sur la mise en ligne avec le secteur de la communication, de profession de foi, d'appel, de modèle d'appel à candidature. Ça a été demandé qu'ils soient modernes, adaptés, efficaces, que vous puissiez les adapter à vos besoins spécifiques. Il nous faut renforcer l'organisation et l'efficacité de notre organisation. IFO, il y a un stand d'ailleurs du prestataire qui développe IFO, n'hésitez pas à aller les voir. Pour la gestion des syndicats, par les syndicats, dans le cadre du respect des statuts, pour simplifier et élargir la cotisation. Ce sujet n'a pas été mis en place, il faut qu'on le lance, ça faisait partie des gros sujets importants. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on examine la situation, qu'on puisse proposer des différents scénarios pour que vous puissiez en débattre simplement. Moi, j'ai en tête l'idée de simplifier les choses en allant à une carte, un timbre. On verra si c'est la bonne solution. Et puis, mes chers camarades, je l'ai dit, c'est le travail de la commission de contrôle sur la répartition, le suivi des moyens de l'organisation, renforcer, préserver notre implantation dans les unions départementales et les unions locales. Travailler à l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris au sein du syndicat, bien évidemment, mes camarades. Et là-dessus, je me félicite qu'au cours de cette dernière mandature, on voit arriver des camarades militantes, non pas parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles sont camarades militantes, à la tête de nos unions départementales et à la tête de nos fédérations, plus nombreuses qu'on n'en avait jamais eues. Les cadres, cela a été rappelé par Éric Pérez, c'est un enjeu majeur, mais il faut vraiment qu'on mette le paquet là-dessus. Mais mes camarades, je sais aussi qu'une des difficultés, ça a été évoqué par un de nos camarades à la CE, la dernière réunion de la CE, elle est cette fracture du salariat. Il est plus difficile aujourd'hui de réunir des camarades, des salariés qui sont précaires, femmes à temps partiel au SMIC, avec des camarades qui sont employés en CDI, des techniciens, des cadres qui ont un emploi plutôt stable et plus correctement rémunérés. Les préoccupations du jour immédiates ne sont pas les mêmes. Ça fait partie des difficultés, cette situation d'inégalité, y compris au sein du salariat. Les jeunes, je l'ai dit, il faut travailler. Les jeunes en stage, en apprentissage, les nouveaux employés, il faut aller vers eux, travailler. C'est vrai que la question du climat, j'en parlais tout à l'heure, c'est une de leurs préoccupations. Donc il faut qu'ils sachent qu'ici, on est capable d'en débattre et d'apporter des solutions. Il faut aussi, mes chers camarades, ça a été souligné par certains d'entre vous, anticiper le renouvellement de nos syndicats. Moi, à une époque, je pensais à une... On n'aime pas ça, la GPEC, mais moi, je pensais à une GPEC militante. Faire en sorte qu'on n'attende pas le dernier moment pour s'apercevoir qu'on n'a personne pour remplacer le camarade qui s'en va et qu'on se retrouve démuni et que parfois le syndicat, qui était pourtant actif, efficace, se casse la figure. Donc il faut qu'on travaille là-dessus également. Il y a un sujet majeur,
Ça fait partie de notre condamnation, de notre contestation des ordonnances. Vous l'avez souligné, c'est la limitation aux 3 mandats. Oui, il faut qu'on parvienne à élargir notre implantation dans le monde de la culture, du spectacle, des intermittents. FO n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait être. Je n'accuse pas et je ne critique pas nos camarades, bien évidemment. Mais la Confédération doit travailler là-dessus. Frédéric, parce que c'est un sujet qui est souvent revenu autour de ces 4 dernières années, je parle de Frédéric Guillaume encore, vous voyez, je lui fais beaucoup de promotion, accusait les centrales syndicales. Alors d'abord, ici on a FO, on n'est pas dans n'importe quelle centrale syndicale, de dénigrement à l'égard des Gilets jaunes. Non, mes camarades, jamais, jamais, vous n'aurez entendu un propos de ma part, a fortiori public, dénigrant les Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes était le substitut à ce qu'ils pensaient ne pas pouvoir trouver ailleurs. Notre rôle est de convaincre les salariés que, vous savez, les ronds-points, qu'est-ce qui s'est passé autour des ronds-points ou sur les ronds-points? On y refaisait le monde parce qu'il n'y avait plus le café, parce que depuis longtemps, il n'y a plus les sections des partis politiques qui existaient dans le passé où on n'était peut-être pas nombreux, mais chacun, dans son camp respectif, refaisait le monde. Et on en parlait autour de soi, ça diffusait dans la société, tout ça, ça a disparu. On en discutait au café. Donc ils ont, sur les ronds-points, d'une certaine manière, reconstitué cela. Eh bien, mes chers camarades, ce qu'il faut expliquer, je l'ai dit ça plusieurs fois publiquement, les convaincre qu'au sein de Force ouvrière, on ne suit pas la direction syndicale. Non, on prend part librement au débat, aux décisions, à l'élaboration des revendications et aux actions. C'est pour ça que je vous le dis, le développement touchait les salariés éloignés du syndicat. Il faut qu'on en fasse une priorité. Évidemment, ça demande des moyens. Il ne suffit pas de le dire. Il faut qu'on travaille à la mise en place de ces moyens, comme je le disais d'ailleurs, sur la réussite de la grève. Mes chers camarades, sur Roissy, on fera le nécessaire. Je n'ai pas compris encore une fois cette intervention. J'avais déjà répondu à la CE ou au CCN. On fera le nécessaire. Fonction publique, c'est un enjeu majeur. Majeur. Il faut qu'on préserve notre première place dans la fonction publique de l'État. Il faut que l'on fasse tout pour préserver notre première place dans la fonction publique de l'État, notre première place dans la pénitentiaire et la justice, notre première place dans la police pour la défense d'une police républicaine, comme vous l'a rappelé Greg Joron. Mieux vaut qu'il soit avec nous, Force ouvrière, soutenu par nous. Mes chers camarades, il nous faut confirmer, conforter notre implantation dans l'éducation nationale. Oui, il y va de l'enjeu de l'instruction publique, des diplômes nationaux. Oui, ça pose la question de la formation des enseignants, des moyens, des personnels administratifs, techniques. Oui, il faut qu'on confirme et qu'on conforte notre deuxième place dans la santé. Oui, il faut qu'on gagne, qu'on progresse dans la territoriale. Ce service public de proximité du quotidien, comme je l'ai dit, il faut qu'on les aide dans toutes les communes, les départements, les régions. Mes chers camarades, il faut qu'on soit aux côtés de tous nos camarades des administrations de la fonction publique pour gagner cette élection. Et d'une certaine manière, on parlait des hussards noirs de la République en parlant des professeurs. Tous les fonctionnaires, agents de la fonction publique sont les hussards noirs de la République, mes camarades. Mes chers camarades, vous allez débattre des résolutions. Je n'ai pas à interférer, mais oui, je vous y invite, il faut identifier, s'accorder, indiquer l'idéal poursuivi, toujours donner l'espoir, toujours donner l'espoir. Mais oui, il ne faut pas négliger le réel, l'œuvre revendicatrice quotidienne, au risque de ne pas être compris des salariés confrontés aux difficultés du quotidien aux fins de mois. N'ayez pas peur de vous exprimer, de faire valoir votre propre point de vue, et trouver l'accord entre vous. Je tiens ici, parce que vous êtes tous là, j'ai entendu qu'on ne connaissait pas Frédéric Souillot. À l'époque, j'ai entendu qu'on ne me connaissait pas non plus. Et beaucoup de camarades sont venus me voir ces jours derniers pour me dire « Ah ben on ne connaissait pas, bon finalement, tu as fait le boulot ». Mes chers camarades, c'est un peu plus personnel, mais c'est mon dernier congrès confédéral, c'était mon premier
et mon dernier en tant que secrétaire général. Donc c'est forcément un moment particulier dans la vie d'un militant. Je veux vous dire ici à quel point je suis redevable de ce que mon engagement m'a apporté. Et vous dire que mon engagement militant a commencé hors du mouvement syndical. Je le dois sans doute à mes grands-parents qui m'ont inculqué le souci de l'autre. Jeune, lycéen, je n'ai pas eu besoin de quelque autre guide pour m'élever et manifester contre l'exécution de militants en Espagne par Franco. C'était en 1975. En 1976, puis 1977, au lycée, je prenais part au comité de grève, certains vont comprendre de quoi je parle, contre la réforme Haby, qui instaurait le collège unique en supprimant les filières existantes, contre la loi Germer, qui voulait instaurer la liberté des chefs d'établissement de choisir leur équipe, et amorcer un pas supplémentaire avec les lois Debré en faveur de l'enseignement privé au détriment du public. Et à l'époque, alors je comprenais peut-être moins bien, mais ce qui était en jeu était aussi une réforme dite de Alice Saunier-Seyté qui inscrivait la soumission de l'enseignement universitaire aux besoins de l'économie, qui amorçait en tout cas. J'étais aussi attentif au débat relatif à la construction de la centrale nucléaire Superphénix à Crémalville, qui donna lieu à des manifestations où un des manifestants trouva la mort. Je n'y étais pas moi-même. J'étais plutôt anti-nucléaire à l'époque, par souci de l'environnement. Mais on ne parlait pas encore du réchauffement climatique et de la nécessité d'une énergie réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Et je n'étais pas encore à la météo. Nous étions encore sous le régime de la guerre froide, de la domination d'un stalinisme d'autant plus totalitaire qu'il était finissant. Je relayais, autour de moi, les pétitions en solidarité des militants de la Charte 77 en Tchécoslovaquie, dont Václav Havel, du KOR, Comité de défense des ouvriers en Pologne, avec Jacek Kuron, prémisse de la grève des chantiers navals à Gdansk, et de la constitution de Solidarność en Pologne en 1980. Je fus d'ailleurs étudiant des manifestations à Paris contre l'instauration de l'état-siège en décembre 1981 et l'interdiction de Solidarność. Cette période était aussi celle qui nous mobilisait contre les dictatures en Amérique latine, au Chili avec Pinochet, en Argentine avec Videla et contre l'apartheid en Afrique du Sud. Dans les mêmes moments, je faisais signer une pétition par mes camarades de classe contre les condamnations de manifestants sidérurgistes en 1979, sous le régime d'une loi qu'on appelait déjà anti-casseurs, adoptée en 1970 à la suite des mouvements de 1968. Comme quoi, mes camarades, on ne se refait pas. C'est ainsi qu'une fois titularisé dans mon emploi, ce que l'on appelait encore la météorologie nationale, je me suis syndiqué, et sans hésiter, au syndicat national FO, des ingénieurs et techniciens de la météo. En rentrant chez moi, j'étais très fier parce que le secrétaire du syndicat m'avait proposé de m'occuper de la revue mensuelle du syndicat. Après une grande grève en 1989 à la météo, dont je fus un des leaders, comme on dit, on m'a sollicité pour militer au sein de la Fédération de l'équipement des transports et des services, la FEETS aujourd'hui. J'ai à ce moment aussi pris en charge la représentation FO au sein du comité exécutif de la Fédération internationale des transports. Vous connaissez la suite. Élu secrétaire confédéral en 2004 et occupant la fonction de secrétaire confédéral pour le secteur international et Europe, j'ai porté la voix de FO contre la directive service, contre le projet de directive temps de travail qui remettait en cause la limitation de la semaine à 48 heures, pour la révision des modalités de la construction européenne, contre le projet de traité instituant une constitution pour l'Europe. J'ai bataillé tout autour de la planète au moment de la constitution de la Confédération syndicale internationale, lorsque la CISL, la Confédération internationale des syndicats libres, dont nous étions encore membres, a absorbé la CMT, la Confédération mondiale du travail, issue de la Confédération internationale des syndicats chrétiens, et a permis à cette occasion en France l'entrée de la CGT. J'ai bataillé donc tout autour de la planète pour que les principes du syndicalisme libre demeurent la boussole du mouvement syndical international. Ce combat doit et continuera de devoir sans cesse être mené. Et j'en suis particulièrement fier, heureux. J'ai milité longtemps au sein de l'OIT, aux côtés de Marc Blondel,
qui m'a alors beaucoup appris, puis en prenant son relais au sein du conseil d'administration de l'OIT. La CSI, la Confédération syndicale internationale, et le groupe des travailleurs m'ont confié le soin d'être leur porte-parole et, à ce titre, le vice-président du comité de la liberté syndicale. Ce mandat m'a été renouvelé malgré l'opposition de la CGT, de la CFDT et du groupe international à l'OIT des employeurs à certains moments. On a les ennemis que l'on mérite. Quand il a fallu, à partir d'une grave crise en 2012, défendre à la fois le droit de grève et le système de contrôle et de supervision de l'application des normes internationales du travail que voulaient affaiblir les employeurs et certains gouvernements. Ce fut aussi le moment où la CSI me confia en 2015 la responsabilité d'être le porte-parole des travailleurs au sein d'une commission, la commission de l'application des normes. C'est aussi le moment où j'ai eu à porter la parole des travailleurs pour négocier avec les employeurs et les gouvernements l'élaboration d'un protocole additionnel à la Convention 29 contre le travail forcé. En 1930, elle avait été adoptée, et à l'époque, c'était Léon Jouot qui portait la parole des travailleurs pour cette convention. Ma fierté est d'avoir réussi à son adoption à la quasi-unanimité de la Conférence internationale du travail lors de l'Assemblée plénière au Palais des Nations à Genève, après 2 années de longues et difficiles discussions, négociations, menées un peu partout, à Genève, à Bruxelles, à Vienne, à New York. Tout au long de mon parcours militant, j'ai rencontré des camarades et militants de divers horizons politiques. Plutôt à gauche, bien à gauche quand j'étais lycéen, puis étudiant. Le spectre s'est élargi quand j'ai milité au sein de FO. Des camarades se réclamant d'un engagement révolutionnaire, trotskiste ou anarchiste, des socialistes, des radicaux de gauche à l'époque et de droite, des chrétiens démocrates, des gaullistes plus ou moins sociaux, des camarades se réclamant, pas toujours de façon discrète d'ailleurs, de telle ou telle obédience philosophique, en France comme dans d'autres pays avec les nuances liées aux histoires respectives. On m'a parfois prêté, de façon pas toujours bien intentionnée, telle ou telle affinité. Je l'avais dit à Blondel d'ailleurs, j'ai rêvé du grand soir, mais je me suis toujours méfié des lendemains de grand soir. C'est ce qui m'a conduit à privilégier l'engagement syndical, ne pas perdre l'idéal en agissant au quotidien sur le réel. Mes chers camarades, si je devais retenir une formule qui me caractérise encore aujourd'hui, elle est tirée d'un ouvrage, et je sais à qui je vais faire réagir, un ouvrage d'André Breton, Arcane 17, que j'ai gardé tout au long de mon mandat sur mon bureau. Je le cite, ce passage. Le drapeau rouge, tout pur de marques et d'insignes, je retrouverai toujours pour lui l'œil que j'ai pu avoir à 17 ans, quand au cours d'une manifestation populaire, je l'ai vu se déployer par milliers dans le ciel bas du pré Saint-Gervais. Et pourtant, je sens que par raison, je n'y puis rien. Je continuerai à frémir plus encore à l'évocation du moment où cette mer flamboyante, par places peu nombreuses et bien circonscrites, s'est trouée de l'envol de drapeaux noirs. Et je n'oublierai jamais la détente, l'exaltation et la fierté que me causa, parmi tant de monuments funéraires, la découverte d'une simple table de granit gravée en capitale rouge de la superbe devise « Ni Dieu, ni maître ». Chers camarades, à tout ce parcours que je n'avais jamais pensé, je ne savais même pas que cela existait, que cela était possible. C'est mon engagement, ce sont les circonstances qui en ont décidé. J'étais tout autant fier dans la cour de mon lycée, quand je présidais le comité de grève et haranguais mes camarades au mégaphone, quand je manifestais, faisais signer une pétition, quand je militais avec mes camarades, mes copains et copines, en réalité, au sein de mon syndicat de la météo. Quand, après le congrès d'avril 2018, la Confédération m'a proposé de prendre en charge un secteur consacré à la prospective, à l'histoire et à la documentation de FO, je n'en étais pas moins fier. Je n'y ai pas vu, comme certains l'ont dit, de placard. Je ne m'attendais pas à devenir secrétaire général de la Confédération,
et je ne m'en sentais nullement frustré. Mon engagement syndical aurait pu s'arrêter, bifurquer bien plus tôt, très tôt, je vous l'assure. Et ça, je vous le dis, comme celui de tout un chacun, quoi qu'en aurait été le parcours, je n'en aurais pas moins été comblé. Soyez comblés de vos parcours militants, mes camarades. De tout cela, je suis redevable à la Confédération. Soyez-le vous-même, quel que soit votre mandat, votre responsabilité. Encore une fois, soyez-en fiers. Soyez fiers toujours du sens de votre engagement. Partagez-le. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive l'engagement pour l'émancipation intégrale. Vive la Confédération générale du travail. Force ouvrière! Mes chers camarades, je voudrais demander à Nadia, Sébastien et Priscilla, qui m'ont accompagné au quotidien au secrétariat général, de venir me rejoindre. Priscilla, certains d'entre vous l'ont vu à l'occasion de mes déplacements, mais Nadia, que vous avez souvent au téléphone, qui est la plus attentionnée de nos secrétaires, et Sébastien, dont je vous ai dit que quand je lui demandais une note encore hier, je l'ai aussitôt. Je veux que vous les voyez, que vous mettiez un visage. Voilà les camarades.